Imaginez que vous entrez dans un McDonald's, un Burger King ou un Wendy's quelque part dans le Midwest américain et qu'on vous annonce qu'il n'y a plus de frites. Pas à cause d'une panne, pas à cause d'une grève, mais à cause d'une décision politique prise à des milliers de kilomètres de là, à Ottawa. Est-ce que vous auriez imaginé, il y a un an, que les pommes de terre allaient devenir une arme géopolitique dans la guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis? Franchement, personne ne l'aurait imaginé. Et pourtant, c'est exactement ce qui est en train de se produire. Ce que nous observons aujourd'hui dépasse largement la question des frites. C'est le symptôme d'un bouleversement profond dans la relation économique entre deux pays qui se croyaient partenaires indéfectibles. Et ce bouleversement a un nom, la souveraineté économique canadienne. Voilà précisément pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Parce que derrière cette histoire de pommes de terre surgelées se cache une leçon que Washington commence seulement à comprendre et qu'elle est en train d'apprendre à ses dépens. On ne weaponise pas le commerce contre un pays qui contrôle votre chaîne d'approvisionnement. Et on va vous expliquer pourquoi. Commençons par poser les faits sur la table. Parce que pour comprendre l'ampleur de ce qui se passe, il faut d'abord comprendre à quel point les États-Unis dépendent du Canada pour leurs frites. Et les chiffres sont saisissants. Effectivement. Les pommes de terre représentent la cinquième culture en importance au Canada, avec 2 milliards de dollars de recettes agricoles annuelles. Mais la vraie valeur n'est pas dans les pommes de terre fraîches. Elle est dans les frites surgelées, 2,7 milliards de dollars à l'exportation. Et 90% de ces exportations vont directement aux États-Unis. Ce qui signifie que les États-Unis sont massivement dépendants du Canada pour alimenter leurs friteuses. Massivement, oui. Les États-Unis importent 1,44 million de tonnes de frites surgelées chaque année et 1,2 million de tonnes de ce total proviennent du Canada. C'est pas une dépendance marginale, c'est une dépendance structurelle. La production américaine de pommes de terre est en déclin depuis des années. Les capacités de transformation sont concentrées dans le nord-ouest du pays et insuffisantes pour couvrir la demande nationale. En clair, sans le Canada, les friteuses américaines s'arrêtent. Et c'est précisément cette dépendance que Trump a cru pouvoir utiliser comme levier. C'est là que réside toute l'erreur de calcul. Trump a regardé cette dépendance et y a vu une opportunité de pression. Il a exigé que le Canada garantisse un accès prioritaire aux entreprises alimentaires américaines, pas simplement maintenir les niveaux d'exportation actuels, les garantir contractuellement. Donner aux acheteurs américains un droit de premier accès à la production canadienne, indépendamment de la demande mondiale ou des prix du marché. Il a habillé cette exigence sous le terme de sécurité alimentaire. En réalité, c'était une demande de subordination. Et face à cette exigence, quelle a été la réponse de Mark Carney? 4 mots seulement. Les pommes de terre canadiennes nourrissent les Canadiens, c'est tout. Pas de longues négociations, pas de position de compromis, pas d'explications détaillées, une simple déclaration de principe. L'agriculture canadienne sert les priorités canadiennes. Si des volumes sont disponibles après que les besoins nationaux sont couverts et que les accords d'exportation existants sont honorés, les acheteurs américains peuvent acheter ce qui reste au prix du marché, sans garantie ni traitement préférentiel. Et la conséquence immédiate de cette position? 4,26% des importations américaines de frites surgelées sont aujourd'hui suspendues. Non pas parce que le Canada a interdit les exportations, mais parce que le Canada a décidé de prioriser sa sécurité alimentaire nationale et de diversifier ses marchés d'exportation. Ce qui était automatique et garanti est devenu conditionnel. Et Washington n'avait pas du tout anticipé cette éventualité. Ce qui nous amène à une question fondamentale. Comment en est-on arrivé là? Parce que cette rupture ne s'est pas produite du jour au lendemain. Absolument pas. Elle est le résultat d'une accumulation de tensions qui remonte à plus d'un an. Trump a utilisé le même scénario à plusieurs reprises. Identifier une ressource canadienne dont les industries américaines dépendent, prétendre qu'elle sert des intérêts stratégiques américains, exiger un accès garanti à des conditions favorables et menacer de destruction économique en cas de refus. Il l'a fait avec le pétrole, avec le bois d'œuvre, avec l'acier, avec les minéraux critiques. Et maintenant avec les pommes de terre. La différence cette fois-ci, c'est que les producteurs canadiens avaient tiré les leçons des épisodes précédents. Exactement. Les agriculteurs et les transformateurs canadiens avaient observé ce qui s'était passé dans les autres secteurs, et ils ont décidé, bien avant que Trump ne formule ses exigences sur les pommes de terre, que leur dépendance excessive au marché américain était une vulnérabilité qu'il fallait corriger, pas après la crise. Avant, C'est là que la stratégie canadienne devient réellement fascinante. Parce que Carney n'a pas simplement dit non à Trump, il avait déjà préparé l'alternative.
C'est la dimension que les médias grand public couvrent très peu et qui pourtant change tout. Pendant que Trump faisait des déclarations tonitruantes, les producteurs de pommes de terre de l'île du Prince, Édouard, prenaient l'avion. Ils se sont envolés vers l'Indonésie, vers les Philippines. Ce n'étaient pas des visites diplomatiques de courtoisie, c'était de la prospection commerciale pure et dure. Aller vendre des frites canadiennes à des marchés asiatiques dotés de classes moyennes en pleine expansion et de secteurs de restauration rapide qui croissent plus vite que partout en Amérique du Nord. Et ces démarches ont abouti à des résultats concrets. Très concret, le Canada vient de finaliser le cadre d'un accord de partenariat économique global avec l'Indonésie. Les pommes de terre y sont spécifiquement incluses. Réduction tarifaire, procédures douanières simplifiées, accès direct au marché. La demande indonésienne de produits surgelés à base de pommes de terre augmente chaque trimestre. Parallèlement, le Canada négocie un accord de libre, échange avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est. Depuis 2021, un bloc de 10 pays représentant 650 millions de personnes avec un appétit croissant pour les produits alimentaires occidentaux. Et au-delà de l'Asie du Sud-Est, Le Japon achète déjà des volumes significatifs de frites canadiennes et la relation peut encore se développer. Le Mexique voit ses achats de pommes de terre canadiennes augmenter régulièrement, frites surgelées, pommes de terre fraîches, plants, et l'Europe offre des opportunités réelles. La Belgique est le plus grand importateur de pommes de terre de la planète, et la demande européenne pour les produits surgelés crée des ouvertures pour les fournisseurs canadiens compétitifs. Ce que tous ces marchés ont en commun, c'est qu'ils paient au prix du marché sans imposer de conditions politiques. ce qui illustre parfaitement le contraste avec la relation américaine. Le contraste est saisissant. Les acheteurs japonais ne menacent pas de tarifs chaque fois qu'ils sont en désaccord avec une décision canadienne. Les acheteurs mexicains ne réclament pas d'accès prioritaire garanti. Les acheteurs européens ne traitent pas le commerce agricole comme un instrument géopolitique. Ils achètent, ils paient et tout le monde avance. C'est ce qu'on appelle une relation commerciale normale. Et c'est précisément ce que la relation avec les États-Unis a cessé d'être. Revenons maintenant aux conséquences concrètes pour les consommateurs et les entreprises américaines, parce que l'impact sur la restauration rapide est déjà visible. Et il va s'accentuer. Voici quelque chose que peu de gens réalisent. McDonald's ne possède pas de ferme de pommes de terre. Burger King non plus. Wendy's non plus. Elles dépendent entièrement de fournisseurs qui eux-mêmes dépendent de transformateurs canadiens, qui dépendent d'agriculteurs canadiens. Toute cette chaîne fonctionnait parce qu'elle était prévisible. La récolte avait lieu, la transformation avait lieu, la congélation avait lieu, l'expédition avait lieu, les restaurants recevaient leurs frites. Un système rodé, efficace et apparemment indéboulonnable. Sauf qu'il reposait sur une présomption jamais questionnée, que l'approvisionnement canadien serait toujours là, automatiquement, sans condition. Exactement. Et cette présomption vient de voler en éclats. Ce que le Canada est en train de faire, c'est traiter les acheteurs américains exactement comme les acheteurs américains ont traité les fournisseurs canadiens pendant des décennies, comme de simples clients. Pas des marchés garantis, pas des ventes automatiques, des clients qui doivent rivaliser avec d'autres acheteurs pour un approvisionnement limité. Et cette nouvelle réalité, les chaînes de restauration rapide américaines la découvrent de la façon la plus douloureuse qui soit en regardant leurs friteuses se vider. Et du côté canadien, comment les producteurs vivent-ils cette transition? Comme une libération, pour beaucoup d'entre eux. Quand Trump menace des tarifs sur les pommes de terre canadiennes, les producteurs canadiens entendent que vendre à l'Amérique implique désormais d'accepter des conditions politiques. Quand il exige un accès prioritaire, ils entendent qu'ils devraient subordonner leurs intérêts commerciaux aux exigences américaines. Et face à ce message, la réponse est unanime. Diversification. Les contrats asiatiques se signent. Les partenariats européens se mettent en place. Les accords mexicains progressent. Chaque nouveau marché est une police d'assurance contre les menaces américaines. Et les polices d'assurance ont une valeur inestimable quand le risque devient réel. Ce que vous décrivez avec les pommes de terre n'est pas un cas isolé. C'est la reproduction d'un schéma qu'on a déjà observé dans d'autres secteurs. C'est précisément ça. Et c'est ce qui rend cette situation si significative d'un point de vue stratégique. Les pommes de terre s'inscrivent dans un mouvement de fond qui touche l'ensemble des ressources canadiennes. Le pétrole, le bois d'œuvre, l'acier, l'électricité, les minéraux critiques, l'eau et maintenant les pommes de terre. Chacune de ces ressources suit la même logique. Les industries américaines ont construit des modèles d'affaires entiers autour de l'approvisionnement canadien. Les gouvernements canadiens successifs ont laissé cette dépendance se développer parce que le partenariat semblait mutuellement bénéfique. Puis Trump est arrivé et a transformé le partenariat en pression. Et cette pression a transformé la dépendance américaine en vulnérabilité canadienne.
Et la réponse de Carnet dans chaque secteur a été identique. Identique et méthodique. Construire des alternatives. Trouver des acheteurs qui paient sans menacer. Créer des marchés qui n'exigent pas l'approbation américaine. Et rendre l'approvisionnement canadien conditionnel aux priorités canadiennes plutôt qu'aux exigences de Washington. On le voit avec le pétrole, le brut canadien commence à s'acheminer vers des raffineries asiatiques via des pipelines vers la côte pacifique et des terminaux sur la côte atlantique. On le voit avec l'électricité, Hydro-Québec développe des interconnexions interprovinciales plutôt que d'alimenter automatiquement les réseaux américains. On le voit avec les minéraux critiques, au lieu d'exporter des matières premières brutes vers des raffineries américaines, le Canada développe ses propres capacités de transformation pour le lithium, le nickel, le cobalt. Chaque tonne raffinée sur le sol canadien est une tonne que les industries américaines ne contrôlent plus. Et l'eau reste le symbole ultime de cette posture. L'eau, c'est la ligne rouge absolue. Trump en a fait la demande. Carney a répondu sans ambiguïté, l'eau canadienne sert les besoins canadiens. Elle n'est pas disponible pour être détournée vers le sud afin de résoudre des problèmes que les États-Unis ont créés eux-mêmes. C'est le même principe qui s'applique aux pommes de terre, au pétrole, à l'électricité. Les ressources canadiennes appartiennent au Canada. Et cette déclaration, répétée secteur par secteur, est en train de remodeler en profondeur la relation économique entre les deux pays. On pourrait se demander pourquoi s'arrêter sur les frites dans une guerre commerciale qui touche des secteurs bien plus stratégiques comme le pétrole ou les minéraux critiques. Parce que les frites illustrent le principe avec une clarté que tout le monde peut comprendre. Si Trump peut exiger un accès garanti aux pommes de terre canadiennes au nom de la sécurité alimentaire, qu'est-ce qui l'empêche d'exiger un accès garanti au pétrole canadien au nom de la sécurité énergétique? Si la proximité géographique et l'intégration économique créent des obligations pour les pommes de terre, elles créeraient les mêmes obligations pour le blé, le canola, l'eau, l'électricité. Le schéma est clair. Toute ressource canadienne dont Trump estime que les industries américaines dépendent devient un point de pression potentiel. Et Carnet trace la ligne ici précisément pour éviter que ce précédent ne s'établisse. Voilà l'essentiel. Carney ne refuse pas par entêtement ou par idéologie. Il refuse parce que accepter la logique de Trump sur les pommes de terre reviendrait à valider cette même logique pour chaque autre ressource canadienne. La solution n'est pas d'interdire les acheteurs américains, ce serait contre-productif et économiquement absurde. La solution est de les traiter exactement comme tous les autres acheteurs. Aucune priorité garantie, aucun accès préférentiel, de simples transactions commerciales entre fournisseurs et clients qui négocient sur un pied d'égalité. Alors, que peut-on anticiper pour les prochaines semaines dans ce bras de fer des pommes de terre? Trump va escalader. C'est prévisible parce que c'est son seul mode de fonctionnement face à la résistance. On peut s'attendre à des tarifs sur les frites surgelées canadiennes, à des menaces de bloquer l'ensemble des importations de pommes de terre, à des exigences que le Canada garantisse l'approvisionnement sous peine de représailles tous azimuts. Le scénario est identique à ce qu'on a vu avec le pétrole, le bois d'œuvre, l'acier, Et la réponse canadienne? tout aussi prévisible. Pas de garantie, pas de subordination. Les ressources canadiennes servent les priorités canadiennes. Si les acheteurs américains veulent accéder à la production canadienne, ils négocient comme des clients, pas comme des autorités qui imposent leurs conditions. Et pendant que cette bataille se joue sur la scène publique, les transformateurs canadiens continuent de signer des contrats asiatiques, de consolider leurs partenariats européens, de développer leurs débouchés mexicains. Chaque accord signé avec un marché non américain est une réduction supplémentaire de la vulnérabilité canadienne face aux pressions de Washington. Ce qui signifie que plus Trump attend, moins il a de levier. C'est mathématique. Chaque mois qui passe renforce la position canadienne et affaiblit la position américaine. Les menaces de Trump fonctionnaient quand le Canada n'avait pas d'alternative crédible. Au fur et à mesure que ces alternatives se construisent, les menaces perdent de leur substance. C'est la leçon fondamentale de ce conflit. Les menaces créent des incitations à construire des alternatives. Et une fois que ces alternatives existent, les menaces deviennent sans objet. Pour conclure, permettez-moi de vous poser la question qui résume tout. Qu'est-ce que cette histoire de pommes de terre nous dit réellement sur l'état de la relation Canada-États-Unis et sur la direction que prend cette relation? Elle nous dit que quelque chose d'irréversible est en train de se produire. Pendant des décennies, le Canada et les États-Unis ont entretenu une relation économique d'une profondeur et d'une intégration sans équivalent dans le monde. Une relation qui fonctionnait parce qu'elle était mutuellement bénéfique et fondée sur la confiance réciproque. Trump a brisé cette confiance et Mark Carney est en train de tirer toutes les conséquences de cette rupture avec une méthode et une cohérence remarquables.
en construisant un Canada moins dépendant et donc moins vulnérable. Exactement. Ce que Carney est en train de faire, secteur par secteur, ressource par ressource, c'est transformer la dépendance canadienne envers les États-Unis en indépendance, et cette transformation change fondamentalement l'équilibre des forces. Un Canada qui peut vendre son pétrole en Asie, son électricité dans ses propres provinces, ses minéraux critiques en Europe et ses pommes de terre en Indonésie n'est plus le même Canada que celui que Trump croyait pouvoir dicter à sa guise. C'est un Canada qui a des options. Et les fournisseurs qui ont des options ne se laissent pas imposer des conditions. Ils fixent les leurs. Merci pour cette analyse. Ce qui est certain, c'est que nous ne sommes qu'au début de ce chapitre. Les prochaines semaines vont être déterminantes et nous continuerons à vous décrypter chaque développement avec toute la rigueur que ce sujet exige. À nos téléspectateurs, je dirais simplement ceci. La prochaine fois que vous verrez une friteuse vide dans un fast-food américain, souvenez-vous que ce n'est pas une panne technique. C'est la conséquence visible d'un choix politique. Le choix d'un pays qui a décidé que sa souveraineté valait plus que la commodité de son voisin. L'histoire est en train de s'écrire. Restez informés. Voilà pour cette édition d'Angle Nord. Si cette analyse vous a apporté de la valeur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Les développements dans ce dossier vont s'accélérer et vous devez être les premiers informés. Laissez-nous votre point de vue en commentaire. Pensez-vous que Carney a raison de tenir cette ligne ferme face à Trump ou le Canada prend-il un risque économique trop élevé? Nous lisons chaque commentaire. À très bientôt sur Angle Nord.